quand simuler l'espace tourne mal. Autant que je sache, je suis la seule personne sur Internet à avoir mis en lumière ce clip que nous allons examiner et les problèmes qui y sont associés. Maintenant, je vous ai montré ce clip pour la première fois il y a une semaine, peut-être deux, mais nous n'avons pas tiré trop de conclusions à la fin. La vidéo était déjà incroyablement accablante, mais maintenant nous allons y revenir et examiner les conclusions auxquelles nous sommes confrontés. Et, comme je l'ai dit, incroyablement accablant. Parfait pour les personnes qui hésitent encore. Rappelez-vous, pour tous ceux qui hésitent, ma position sur le sujet de l'espace et de la Terre est que je me base simplement sur ce qui est physiquement vrai. De cette façon, j'élimine la propagande, les personnages douteux, les idées conceptuelles. Je me base simplement sur la vérité physique de cette Terre. Cela me donne une base pour voir très clairement. D'accord ? Les résultats de ce qui est physiquement vrai, allez les tester vous-même, ils nous éclairent tous. Malheureusement, ce qu'on nous a dit, que le globe est notre réalité, est exactement l'inverse. Le globe est physiquement impossible. Et puis, bien sûr, quand on examine l'espace, ça ne fait qu'empirer. Alors, regardons cela. La mission STS-51. Le narrateur, Frédéric Grégory, qui à l'époque était supposément un pilote débutant sur la navette spatiale. Frédéric est ensuite devenu administrateur de la NASA. La narration de Frédéric est excellente et raconte une belle histoire, jusqu'à ce que vous vérifiez réellement ce que Frédéric dit. Et quand vous vérifiez, c'est vraiment incroyablement accablant. Et les conclusions auxquelles nous sommes confrontés, oui, ne sont pas géniales. Alors, regardons cela. Nous allons diffuser le clip en entier. C'est quoi? Un peu plus de 3 minutes. Et ensuite, nous allons le décortiquer et approfondir les conclusions auxquelles nous sommes confrontés, ce que nous n'avons pas fait auparavant. Et oui, si vous êtes un fan de l'espace ou quelqu'un qui hésite, il est temps de se réveiller et de sentir le café. Notre écusson d'équipage a été conçu par la fille de l'un de nos membres d'équipage, Carol Lind, la fille de Don Lind. Elle a fait un excellent travail. Nous en étions très satisfaits. Pendant que Challenger nous attendait sur la rampe, nous prenions notre petit déjeuner. C'est le petit déjeuner du matin. Vous remarquerez que nous avons repris le motif des équipes or et argent. Le plus grand défi était de manger le petit déjeuner avec ses shorts, puis de les ranger et de les embarquer à bord de la navette pour que nous puissions les avoir pour notre photo d'équipage. En sortant des couloirs, nous avons tous marché jusqu'à la camionnette, fait notre habituel salut joyeux et étions prêts à aller vers l'oiseau. Comme j'étais débutant à bord, on m'a demandé de décrire la sensation de ce décollage. Nous avions eu énormément d'entraînement, 2 ans environ, mais rien ne m'avait vraiment préparé à la sensation réelle de l'allumage des moteurs principaux et ensuite des propulseurs. Et je vous le dis, ce truc secoue vraiment quand il décolle. Je continuais à regarder par la fenêtre et Bob disait « Retourne à tes instruments ». Donc, le travail du pilote n'est pas d'observer, mais de surveiller et de s'assurer que tout fonctionne correctement. Après notre décollage, bien sûr, nous avons fait un grand roulis et quelque chose de très unique dans cette image, dans cette série de prises de vue, nous montons directement le long de la côte est des États-Unis. Nous allons alterner entre cette vue extérieure de la fenêtre et l'orbiteur vu depuis le sol, mais je pense que c'était spectaculaire. Nous pouvons voir l'horizon se lever. Nous sommes, puis montons. Nous sommes juste le long de la côte est. J'ai commenté à Bob que nous venions de traverser des nuages. Ces nuages que nous venons de traverser étaient à 42 000 pieds. Donc vous pouvez dire que nous montions vraiment. Nous sommes à une réduction normale de la poussée à environ 0,8 mach pour maintenir notre pression dynamique en dessous de notre limite fixée à environ 460 pieds par seconde carrée, puis nous avons remonté à 104%. Maintenant, nous continuons le long de la côte est. Cette caméra, d'ailleurs, était montée à mon épaule droite, regardant par la fenêtre à ma droite. C'était la baie de Chesapeake. Vous pouvez voir la baie de Chesapeake. Le fleuve Potomac là-bas, dans la région de Washington, la baie de Delaware, la mer,
l'île de Sea Isle arrivant sur Atlantic City à droite de l'écran. La prochaine chose que vous verrez est Long Island. Cela ne prend vraiment pas longtemps pour y arriver. Voici Long Island qui arrive sur le côté droit et vous pouvez voir Manhattan là-bas. Nous continuons tout droit jusqu'à la pointe de Long Island. Voyez les côtes nord et sud là-bas, les Hamptons. Et la prochaine chose que vous voyez est Cape Cod. Et tout cela est en temps réel. Voici à quelle vitesse nous allions. En fait, assez lent comparé à notre vol réel quand nous avons atteint 190 miles. Là, c'est Cape Cod et Boston. Donc, ce que j'ai fait, c'est identifier deux repères très distinctifs que nous avons vus dans les images. J'ai ensuite mesuré la distance entre ces deux repères. Dans ce cas, c'était la baie de Delaware à gauche et les plages de Cape Cod. J'ai mesuré la distance, puis j'ai mesuré le temps parcouru entre ces deux points de référence pour obtenir une estimation de la vitesse. Et ce que j'ai obtenu était ridicule. Les vitesses dans les images que Frédéric commentait étaient de 35 000 miles par heure, essentiellement 18 000 miles par heure. Les images de la navette spatiale que Frédéric nous avait dit être en temps réel. Mais ces images, lorsque nous les avons croisées en mesurant deux points de référence dans les images, en obtenant une estimation de la vitesse que nous avons obtenue était de 35 000 miles par heure, soit 18 000 miles par heure, de plus que ce que la navette spatiale peut atteindre. Juste pour montrer comment je l'ai mesuré, j'ai mis un indicateur visuel à l'écran en commençant à gauche de la baie de Delaware et en terminant aux plages de Cape Cod. Juste pour vous montrer comment je l'ai mesuré. En arrivant sur Atlantic City à droite de l'écran, la prochaine chose que vous verrez est Long Island. Cela ne prend certainement pas beaucoup de temps pour y arriver. Voilà Long Island qui arrive sur le côté droit et vous pouvez voir Manhattan là-bas. Nous allons directement au bout de Long Island. Voyez les côtes nord et sud là-bas, les Hamptons. Et la prochaine chose que vous verrez est Cape Cod. Et tout cela est en temps réel. Voici à quelle vitesse nous allions. En fait, assez lent comparé à notre vol réel quand nous avons atteint 190 miles. Là-bas, c'est Cape Cod. Au loin, Boston. Donc, cela a permis une excellente narration de la part de Frédéric. Comme je l'ai dit, c'était jusqu'à ce que vous le croisiez. Et puis, lorsque vous le croisez en utilisant les deux repères visibles que j'ai pu identifier et que vous mettez ces informations dans le calculateur de vitesse, la narration de Frédéric est erronée de 18 000 miles par heure. Donc, les conclusions auxquelles nous arrivons concernant ces images, les images de la navette spatiale de Frédéric, qui était un pilote débutant de la navette spatiale de la NASA à l'époque, qui est ensuite devenu administrateur de la NASA, considérant que ces images vont 18 000 miles par heure plus vite que ce que la navette spatiale peut atteindre, Frédéric nous dit que c'est en temps réel, et bien sûr, il ne se rend pas compte que ces images sont trop rapides. Cela nous dit deux choses. Premièrement, Frédéric n'a évidemment jamais été assis dans la navette spatiale. Personnellement, je ne pense pas que quiconque l'ait jamais été moi-même, d'accord? Est-ce qu'il monte dans l'attraction de fête foraine Blue Origin? C'est possible, mais je ne pense pas que quiconque soit jamais monté dans la navette spatiale, et Frédéric en est une des raisons. Il n'a pas la moindre idée des vitesses qui concernent la navette spatiale. Comme je l'ai dit, nous avons un écart de 18 000 miles par heure. Si vous aviez volé dans cette navette spatiale, je pense que vous auriez remarqué cela. Et bien sûr, d'un point de vue qualité de construction, je pense que 18 000 miles par heure de plus que ce que la navette spatiale est capable de faire, je pense que cela aurait également été un problème, les gars. Donc, conclusion numéro 1, il est évident que Frédéric n'était pas assis dans la navette spatiale. Conclusion numéro 2, il est évident qu'ils doivent accélérer les images, sinon nous n'aurions pas eu cet écart. Ils doivent accélérer les images. Et bien sûr, dans ce cas, ils se sont trompés, ils les ont accélérées trop vite. Mais je pense que la raison pour laquelle ils doivent accélérer les images, évidemment pour quiconque a regardé les lancements de fusées spatiales, c'est parce que ces fusées, en particulier la navette spatiale, ne vont pas assez vite pour atteindre l'orbite et correspondre à l'histoire et au récit qu'on nous a tous racontés.
Et bien sûr, le fait qu'ils aient dû accélérer ces images le met en évidence. Et bien sûr, si ces fusées ne vont pas aussi vite qu'ils le prétendent, alors elles ne peuvent pas atteindre l'orbite de toute façon en se basant sur les histoires qu'on nous a racontées concernant l'espace et la Terre. Et puis, lorsque vous regardez la narration de Frédéric, il semblerait que personne ne soit assis sur ces fusées non plus. Donc, il semblerait que ces lancements de fusées ne soient que des feux d'artifice pour les naïfs et les crédules, des images incroyablement accablantes. Comme je l'ai dit, je ne pense pas avoir vu quelqu'un sur Internet mettre en évidence ces images. Et bien sûr, les conclusions auxquelles nous arrivons, après les avoir examinées, oui, je ne pense pas. Vous savez, si vous êtes indécis, vous allez devoir aborder ces choses. Je sais que cela peut être inconfortable, mais la psychologie impliquée dans ce sujet est la principale barrière. Je sais que c'est difficile car c'est un territoire inconfortable d'aller à l'encontre des choses qu'on nous a tous dit être vraies. Mais lorsque vous l'abordez avec un cœur honnête et sans parti pris, cela devient assez évident que quelque chose ne va pas. Et bien sûr, lorsque vous testez la validité de la théorie globale qu'on nous a tous enseignée à l'école, elle s'effondre rapidement en se basant sur la physicalité de la Terre. Et bien sûr, cela seul met en évidence l'histoire de l'espace avec des roches sphériques, des systèmes de pression d'air résidant au milieu d'un vide, avec des stations spatiales en chute libre autour d'elles. Et bien sûr, lorsque nous examinons l'histoire de l'espace, elle n'est pas assez bien faite pour tromper les gens. Avec un peu de bon sens et de discernement, vous devez juste croiser ces informations et regarder la narration et tout s'effondre. Ne laissez pas les émotions vous empêcher de voir ce qui est physiquement vrai et ne laissez pas un parti pris vous empêcher de voir la simple vérité. Bonne journée à tous.